Aujourd'hui, je veux vous parler de plusieurs dossiers brûlants qui se recoupent et qui dessinent, à mon sens, une image assez inquiétante de l'état du monde en ce moment. On va commencer par ce qui est sans doute le sujet le plus explosif, au sens propre comme au sens figuré, à savoir la guerre que mènent les États-Unis et Israël contre l'Iran. Puis on va regarder ce qui se passe sur le plan intérieur américain avec les remaniements au sein de l'appareil militaire. Et enfin, on va revenir en France pour analyser deux crises politiques majeures, celle de la Nouvelle-Calédonie et celle de la droite française en quête de candidats pour 2027. Ce sont des sujets qui peuvent sembler distincts, mais qui sont en réalité profondément liés par une même logique de fragilisation des institutions, d'affaiblissement des équilibres et de montée des contradictions que personne ne veut vraiment résoudre. Commençons par l'Iran. Donald Trump a publié vendredi sur son réseau social une série de menaces explicites visant les infrastructures civiles iraniennes. Il parle de frapper les ponts, les centrales électriques, les réseaux d'approvisionnement en énergie. Il revendique la destruction d'un pont emblématique près de Téhéran, une frappe qui a coûté la vie à des civils selon les médias iraniens. Ce que je veux souligner ici, c'est que ce type de déclaration n'est pas anodin sur le plan du droit international. Les conventions de Genève de 1949 sont claires sur ce point. Elles interdisent les attaques délibérées contre les biens indispensables à la survie des populations civiles. Les ponts, les centrales électriques, les réseaux d'eau et d'électricité sont explicitement mentionnés comme des catégories protégées, sauf dans les cas où leur destruction procurerait un avantage militaire certain et proportionné. La présidente du Comité international de la Croix-Rouge a elle-même rappelé que des frappes délibérées sur ce type d'infrastructure peuvent constituer des crimes de guerre, comme la Cour pénale internationale l'a déjà reconnu dans d'autres conflits. Le problème, et c'est là que ça devient politique, c'est que les États-Unis ne sont pas partis au statut de Rome. Ils n'ont jamais ratifié le traité qui fonde la CPI. Ils échappent donc à toute poursuite directe devant cette juridiction, ce qui signifie concrètement que Washington peut mener ce type d'opération sans risquer de comparaître devant un tribunal international. C'est une réalité du système international qu'il faut avoir en tête quand on entend les grandes puissances parler du respect du droit international. Maintenant, regardons ce que disent les chiffres sur le terrain, parce que les chiffres racontent une histoire très différente du récit triomphaliste que l'on entend parfois. Le Pentagone revendique plus de 12 000 cibles frappées depuis le début de l'offensive le 28 février. Cela semble colossal, mais selon des évaluations du renseignement américain citées par des médias internationaux, seulement un tiers environ des capacités de lancement iraniennes auraient été effectivement détruites. L'Iran conserverait encore la moitié de ses missiles et une flotte importante de drones. Et l'Iran continue de frapper. Des drones et des missiles iraniens ont visé des intérêts américains dans le Golfe, une centrale électrique au Koweït et des positions israéliennes. Ce n'est donc pas une campagne militaire qui se déroule comme prévu. Et il y a quelque chose de très révélateur dans les déclarations d'un général français, pourtant réputé atlantiste, qui estime que les réserves américaines ne sont pas illimitées et que la puissance de frappe américaine est aujourd'hui bien moindre qu'elle ne l'était au début du conflit. Selon cette analyse, les États-Unis seraient en train de racler les fonds de cuve. En matière de missiles Tomahawk, la situation est particulièrement préoccupante. Des centaines de ces missiles ont été tirés sur l'Iran, en plus des opérations antérieures menées au Niger, en Syrie et au Yémen. Or, la production américaine de missiles Tomahawk ne s'élève qu'à environ 100 unités par an en 2025. C'est très peu face à la consommation opérationnelle actuelle. Et les conséquences géopolitiques
commence déjà à se faire sentir. Washington a informé Tokyo d'un probable retard dans la livraison de 400 000 missiles commandés d'ici 2028. Pour le Japon, qui dépend de ses armements dans sa stratégie de défense face à la Chine, c'est un signal extrêmement préoccupant. Cela signifie que la guerre en Iran ne se joue pas seulement dans les airs au-dessus de Téhéran. Elle se joue aussi dans les usines de défense américaines, dans les entrepôts militaires, dans les délais de livraison, dans les rapports de force en Asie du Pacifique. La guerre a des effets systémiques que l'on a tendance à sous-estimer quand on se concentre uniquement sur les cartes militaires. Trump, de son côté, alterne les menaces et les appels au cessez-le-feu adressés à un éventuel nouveau régime iranien. Cette double rhétorique est caractéristique de sa méthode. Il frappe fort, il menace plus fort encore, mais il ouvre toujours une porte de sortie diplomatique conditionnelle. Le problème est que cette stratégie suppose que l'adversaire soit suffisamment affaibli pour accepter les conditions posées. Or, les données sur le terrain montrent que l'Iran n'est pas à genoux. Il est blessé, certes, mais pas neutralisé. Et une puissance blessée mais encore capable de frapper peut être extrêmement dangereuse, précisément parce qu'elle a le sentiment de n'avoir plus rien à perdre. Sur le plan intérieur américain, l'administration Trump procède simultanément à un vaste remaniement de son appareil militaire et sécuritaire. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a écarté le général Randy George, chef d'état-major de l'armée de terre américaine, en le contraignant à une retraite immédiate. 2 autres généraux ont également été remerciés. Au total, plus d'une douzaine de hauts officiers ont été limogés depuis l'arrivée de Pete Hegseth au Pentagone. Ce mouvement de purge au sein des forces armées mérite d'être analysé avec soin. Il traduit une volonté claire de l'exécutif américain de placer à la tête des institutions militaires des officiers qui lui sont totalement loyaux, au détriment parfois de l'expérience opérationnelle et de l'indépendance de jugement que l'on attend normalement des chefs militaires. C'est un schéma que l'on a observé dans d'autres démocraties en crise, et il n'augure rien de bon pour la qualité des décisions militaires à venir. Dans l'entourage présidentiel, les tensions sont également perceptibles. Donald Trump aurait sondé plusieurs membres de son cabinet pour envisager de remplacer Tulsi Gabbard, directrice du Renseignement national, après qu'elle aurait refusé de condamner un de ses adjoints qui avait critiqué la conduite de la guerre. Là encore, on voit à l'œuvre la même logique de contrôle absolu sur l'appareil d'État. Quiconque émet une nuance, une réserve, une critique interne est susceptible d'être écarté. Ce n'est pas une pratique compatible avec la prise de décision stratégique de qualité qui suppose précisément la capacité à entendre des avis contraires et à les intégrer. Venons-en maintenant au détroit d'Ormuz, qui est, selon moi, la question la plus urgente pour l'Europe dans ce conflit. Ce détroit est bloqué par l'Iran depuis le 28 février. C'est par là que transite une part considérable du pétrole mondial. Les pays du Golfe ont saisi le Conseil de sécurité de l'ONU pour obtenir l'autorisation d'un usage de la force afin de le rouvrir. Mais le vote a été repoussé face aux réticences russes et chinoises qui refusent de laisser passer une résolution qui légitimerait une intervention militaire dans cette zone. L'Iran a, de son côté, mis en garde contre toute action qu'elle considérerait comme provocatrice. Dans ce contexte extrêmement tendu, un premier porte-conteneur français, le CMA-CGM Kribi, battant pavillon maltais, a réussi à traverser le détroit jeudi. Il semblerait que l'Iran accorde une tolérance à certains pavillons ou armateurs non directement impliqués dans le conflit. C'est une information importante parce qu'elle montre que l'Iran maintient des canaux de communication informels et qu'il cherche peut-être à éviter une escalade tous azimuts. Mais ce n'est qu'un navire et le problème du détroit reste entier.
Pour l'Europe, la fermeture prolongée d'Ormuz aurait des conséquences économiques majeures sur les prix de l'énergie, sur l'approvisionnement industriel, sur la croissance. C'est un enjeu que nos gouvernements doivent intégrer bien plus sérieusement dans leur planification. Passons maintenant à l'actualité française, qui n'est pas moins riche en enseignements géopolitiques, même si elle se joue à une autre échelle. L'Assemblée nationale a adopté une motion de rejet préalable contre le projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. Cette motion, présentée par un député indépendantiste du groupe communiste, a été votée par 190 voix contre 107. C'est un désaveu sévère pour l'exécutif macronien, d'autant plus symbolique que le texte avait déjà été adopté par le Sénat. Ce que je veux expliquer ici, c'est ce que ce vote révèle sur la nature profonde du problème calédonien. Le projet de loi visait à concrétiser l'accord de Bougival, signé à l'été 2025 entre le gouvernement et certaines forces politiques calédoniennes. Il prévoyait la création d'un statut d'État de la Nouvelle-Calédonie inscrit dans la Constitution française avec une nationalité propre, des compétences régaliennes élargies et surtout l'élargissement du corps électoral. Ce dernier point est au cœur de toutes les tensions. Depuis l'accord de Nouméa de 1998, le droit de vote en Nouvelle-Calédonie est réservé aux personnes installées sur le territoire avant 1998 et à leurs descendants. Ce gel du corps électoral avait pour objectif de préserver le poids démographique du peuple kanak face à l'immigration venue de métropole. Les non-indépendantistes réclament depuis longtemps l'ouverture de ce corps électoral, arguant que de nombreux Calédoniens nés sur place ou résidant depuis longtemps sur l'archipel se trouvent privés du droit de vote pour des raisons qui n'ont plus de justification démocratique. Le texte gouvernemental proposait une ouverture conditionnelle aux natifs de l'archipel, à leurs conjoints et aux résidents de plus de 15 ans. Cette motion a été votée par des bords politiques radicalement opposés, ce qui est en soi très instructif. La gauche, LFI, les écologistes, le Parti socialiste a voté contre le texte aux côtés des indépendantistes du FLNKS, qui dénoncent une réforme imposée sans accord véritable et qui ne constitue pas, selon eux, une vraie décolonisation. Le Rassemblement national a également voté la motion, mais pour des raisons diamétralement opposées, en dénonçant un texte dangereux pour l'unité nationale qui ouvrirait la voie à l'indépendance. L'UDR, allié du RN, a suivi la même ligne en invoquant la nécessité de préserver l'intégrité territoriale de la République française. Ce que cette configuration politique révèle, c'est la nature profondément paradoxale du débat calédonien. On y voit une gauche qui défend le droit de vote des étrangers en métropole, mais qui soutient en Nouvelle-Calédonie un corps électoral fondé sur un critère ethnique. On y voit une droite nationale qui se dit attachée à l'unité française, mais qui s'allie objectivement aux indépendantistes pour faire tomber un texte gouvernemental. Ces contradictions ne sont pas nouvelles, mais elles montrent à quel point la question calédonienne résiste à toute tentative de résolution dans le cadre des clivages politiques hexagonaux habituels. Par 3 fois, la Nouvelle-Calédonie a voté contre l'indépendance lors de référendums successifs. Mais ces votes ont été contestés par les indépendantistes qui arguent que les conditions de tenue du dernier référendum, organisé en pleine période de deuil coutumier kanak pendant la crise sanitaire, n'étaient pas légitimes. L'accord de Bougival était une tentative de sortir de cette impasse en créant un nouveau cadre institutionnel accepté par tous. Cet accord est désormais dans une situation très précaire. Sans réforme constitutionnelle promulguée, les élections provinciales devront se tenir au plus tard le 28 juin avec le corps électoral actuel, ce qui risque de raviver les tensions. On voit se dessiner ici
toute proportion gardée, un schéma qui rappelle d'autres épisodes de décolonisation tardive française, avec une gauche du côté des nationalistes étrangers, une droite du côté des loyalistes et des métropolitains, et un centre qui temporise en renvoyant le problème à plus tard sans jamais le résoudre vraiment. La question calédonienne mérite une ambition politique bien plus grande que ce que l'exécutif a su lui offrir jusqu'à présent. Abordons maintenant la situation de la droite française et sa difficile quête d'un candidat pour l'élection présidentielle de 2027. Les résultats des élections municipales avaient semblé relancer les ambitions de Bruno Retailleau, qui se voyait déjà en position de force. Mais la réalité de l'arithmétique politique est venue tempérer cet enthousiasme. La droite française est confrontée à un problème structurel qu'une primaire seule ne peut pas résoudre, celui de l'absence d'un chef naturel porteur d'une ligne claire et crédible. Bruno Retailleau a proposé à ses adhérents 3 options pour désigner un candidat: une primaire ouverte à tous les électeurs comme en 2017, une primaire fermée aux seuls adhérents comme en 2022, ou sa désignation directe en tant que patron du parti. La question doit être tranchée d'ici le 18 avril. Mais au-delà du format, c'est la question des participants qui pose problème. Une primaire élargie qui irait d'Édouard Philippe à Éric Zemmour en passant par Sarah Knafo, Gérald Darmanin ou Xavier Bertrand soulève immédiatement une contradiction fondamentale. Pour qu'une primaire fonctionne, il faut que les perdants s'engagent à soutenir le vainqueur. Or, on voit mal comment Xavier Bertrand pourrait faire campagne pour Éric Zemmour ou comment des personnalités de centre droit pourraient se rallier à un candidat qui porte une ligne radicalement différente de la leur. Un sondage récent indique que seulement 51% des Français souhaiteraient voir Édouard Philippe participer à une telle primaire et que 71% des Français ne voudraient pas d'une primaire allant d'Éric Zemmour à Gabriel Attal. Ces chiffres montrent que le concept de primaire élargie ne séduit pas les électeurs, bien au-delà des querelles internes à la droite. Il y a aussi une dimension culturelle et historique importante. La droite française a été l'architecte des institutions de la Ve République qui prévoit une forme de primaire naturelle au premier tour de l'élection présidentielle. Ajouter une étape supplémentaire de sélection n'est pas dans la tradition des familles politiques de droite qui valorisent davantage l'autorité du chef et la cohésion verticale que les processus délibératifs ouverts. Par ailleurs, une primaire suppose un niveau de cohésion programmatique minimale entre les candidats qui doivent pouvoir se reconnaître dans la ligne du vainqueur, quelle que soit leur préférence initiale. Or, la droite française est aujourd'hui traversée par des lignes de fracture profondes sur l'immigration, sur l'Europe, sur la place de la France dans l'Alliance atlantique, sur les questions sociétales. Ces fractures rendent très difficile la construction d'un programme unificateur autour duquel tous les candidats potentiels pourraient se retrouver. Rappelons que la droite avait obtenu 4,7% des voix avec Valérie Pécresse en 2022. C'est un résultat catastrophique qui oblige à une réflexion profonde sur l'identité et la stratégie de ce courant politique. La primaire, quelle qu'en soit la forme, ne peut pas à elle seule répondre à cette question existentielle. Il faut d'abord savoir ce que la droite française veut dire, veut défendre, veut proposer aux Français avant de choisir qui le dira. C'est dans cet ordre, et pas dans l'autre, que la réflexion doit avancer. Pour conclure cette analyse, je voudrais souligner ce qui relie tous ces sujets au-delà de leur apparente diversité. Ce que je vois dans la guerre contre l'Iran, dans les purges au sein de l'armée américaine, dans la crise calédonienne et dans les tergiversations de la droite française, c'est une même difficulté à assumer des choix politiques clairs dans un monde où les contraintes s'accumulent et où les ressources, qu'elles soient militaires, diplomatiques ou politiques, ne sont pas illimitées. Trump menace, mais ses missiles s'épuisent. Le gouvernement français propose un accord en Nouvelle-Calédonie, mais le fait rejeté par une coalition hétéroclite, incapable de trouver un terrain commun.
La droite française veut une primaire, mais ne sait pas encore pour quel projet politique. Dans chacun de ces cas, on voit des acteurs politiques qui disposent d'outils institutionnels, d'une légitimité démocratique, parfois d'une puissance militaire considérable, mais qui peinent à les utiliser de manière cohérente et durable. C'est peut-être là le vrai diagnostic géopolitique de notre époque. La puissance est là, mais la stratégie fait défaut. Les ressources existent, mais leur usage est brouillon, contradictoire, souvent contre-productif. Et dans un monde aussi instable que le nôtre, cette combinaison de puissance sans stratégie est l'une des choses les plus dangereuses qui soient. Ce sont des questions que nous devons continuer à poser, à analyser, à débattre, sans nous laisser emporter par les postures ou par les émotions du moment. Il est d'ailleurs frappant de constater que dans le débat médiatique et politique, on parle rarement de ces dimensions systémiques. On commente le tweet de Trump, la déclaration d'un général, le vote d'une assemblée, mais on relie rarement ces événements entre eux pour en dégager la logique profonde. Or, c'est précisément ce travail de mise en perspective qui permet de comprendre non seulement ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi ce qui va se passer demain. Parce que les crises que nous observons ne tombent pas du ciel. Elles sont le produit de décisions prises il y a des mois ou des années, de tendances longues que l'on n'a pas su ou voulu voir, de contradictions que l'on a préféré ignorer plutôt que d'affronter. L'épuisement des stocks de missiles américains n'est pas un accident, c'est la conséquence prévisible d'une politique industrielle de défense sous-dimensionnée par rapport aux ambitions géopolitiques de Washington. L'impasse calédonienne n'est pas une surprise, c'est l'aboutissement logique de décennies de temporisation sur un problème constitutionnel fondamental. La désorientation de la droite française n'est pas un coup du sort, c'est le fruit d'une décennie de recomposition politique qui ont brouillé ses repères idéologiques et réduit sa base électorale. C'est exactement ce que nous essayons de faire ici, semaine après semaine, décrypter ces logiques profondes pour que vous puissiez former votre propre jugement sur l'état du monde. Si cette analyse vous a apporté quelque chose, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines émissions. Laissez également un commentaire sous cette vidéo pour me donner votre point de vue, poser vos questions ou partager vos propres analyses. Et si vous pensez que ce contenu mérite d'être vu par le plus grand nombre, partagez largement cette vidéo autour de vous dès maintenant. C'est la meilleure façon de soutenir ce travail essentiel et de faire vivre ensemble le débat géopolitique sérieux et exigeant en langue française.